Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 7e secrétaire général des Nations Unies, le Ghana Kofi Annan n'est plus. Prix Nobel de la paix, il est décédé ce 18 août à l'âge de 80 ans. Les hommages se multiplient. Tous saluent un grand diplomate. L'Algérie fait face depuis près d'un mois à une pénurie de médicaments. Sur une liste de 50, seulement 20 médicaments sont disponibles selon les pharmaciens. Une situation critique pour les patients qui font recours aux herboristes. Et en Côte d'Ivoire, d'anciens joueurs de rugby s'engagent à la promotion de la discipline. Dans le pays, seulement 13 clubs sont affiliés à la Fédération ivoirienne de rugby. Engagé en faveur de la paix, il était l'une des grandes figures de la diplomatie internationale. 7e secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan est décédé ce samedi 18 août à Berne en Suisse. Prix Nobel de la paix en 2001, il avait 80 ans. Retour sur les grandes lignes de son parcours avec Gladys Mwamba. Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, âgé de 80 ans, est décédé ce samedi 18 août 2018 à la suite d'une brève maladie. Né au Ghana le 8 avril 1938, Kofi Annan a vécu une vie d'engagement en faveur de la paix. Il intègre l'Organisation des Nations Unies en 1962 en tant que fonctionnaire pour l'Organisation mondiale de la santé. Puis il devient secrétaire général de l'ONU le 1er janvier 1991, fonction qu'il occupera jusqu'en 2006, le début de sa renommée internationale. Ce qu'on peut retenir de Kofi Annan, c'est que c'est un grand diplomate. C'est un des plus grands CV sur le plan diplomatique au niveau des Africains, parce qu'il est allé loin. Il est devenu secrétaire général des Nations Unies. C'est quelqu'un qui a beaucoup représenté pour les Africains et qui était un espoir, qui était un modèle. Ces deux mandats de secrétaire général de l'ONU seront marqués par des réformes qui souligneront son engagement pour la paix et les droits de l'homme à travers le monde, ce qui lui vaudra d'être distingué prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Quand il a fini au secrétariat général des Nations Unies, il n'a pas voulu à tout prix devenir président au Ghana. Il a reconnu qu'il y avait d'autres talents au Ghana qui pouvaient faire développer ces pays. Il est resté une espèce de patriarche chez qui le jeune, certains présidents africains pouvaient aller se ressourcer. Resté très engagé sur les questions internationales après 2006, il devient président de la Fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture en 2007. Il sera nommé le 23 février 2012 médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie, dernier grand poste international qu'il occupera avant de démissionner le 31 août 2012, estimant ne pas avoir reçu tous les soutiens que cette cause méritait. Au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est félicité de la réussite des élections générales du 30 juillet 2018. C'était à l'occasion du sommet des chefs d'État de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, rencontre qui s'est ouverte ce vendredi 17 août à Windhoek, capitale de la Namibie. Au menu des discussions, l'intégration régionale des États membres, mais également quelques dossiers d'actualité, notamment les processus électoraux à Madagascar, aux Comores, en République démocratique du Congo et au Zimbabwe. Notons que la Namibie, pays hôte, reprend la tête de l'organisation jusqu'alors gérée par l'Afrique du Sud. Alors que le dialogue est toujours en cours, la classe politique togolaise reste toujours divisée, mais cette fois-ci, c'est sur la relance des activités de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui se prépare pour les législatives qualifiées d'unilatérales par l'opposition. Reportage à Lomé de notre correspondante MFA Kofi. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CIA à recommencer le travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris le train en cours. C'est pour ça qu'on dit allez commencer le travail avec la CEDEAO telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle
constitutionnel, du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé. C'est une coopération interafricaine. L'île Maurice investit dans l'industrie sucrière en Tanzanie. Une usine sera ainsi implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière au sud-est de Dar es Salaam, plus grande ville du pays. Elle permettra notamment la création de 6 000 emplois. Solange Dubois. Une délégation dirigée par l'ambassadeur mauricien Jean-Pierre Joumoun s'est rendue en Tanzanie afin de finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre avec le ministère de l'Industrie. Cette annonce fait suite à l'ouverture du pays aux investissements étrangers opérés par le président tanzanien John Magufuli en 2017, mesure qui vise à opérer l'industrialisation de la Tanzanie pour devenir une économie à revenu moyen semi-industrialisée d'ici 2025. Ces secteurs sont dotés de ressources naturelles abondantes, mais le pays n'a pas pu les exploiter en raison de contraintes financières et technologiques. Nous cherchons à augmenter les investissements dans ces secteurs, car ils offrent de bonnes opportunités. 300 000 tonnes, c'est la quantité annuelle de production totale de sucre en Tanzanie, ce qui est très inférieur à la demande réelle, soit 590 000 tonnes. Un produit d'une importance économique pour le pays, tant pour l'exportation que pour sa consommation intérieure. En effet, près de 170 000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles. Les organisations internationales locales, FADC, encouragent un investissement mauricien. Bon, là, ces pays-là font de la canne à sucre à très beau marché, alors que la canne à sucre à Maurice est devenu un prix pas concurrentiel du tout, surtout que les marchés qui garantissaient des prix très élevés pour Maurice ne fonctionnent plus. On n'a plus la garantie de la Grande-Bretagne à certains prix. L'industrie sucrière mauricienne sera implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de Dar es Salaam, et sera vecteur de nombreux emplois. Elle compte en effet employer près de 6 000 personnes pour la plantation de canne à sucre. En Algérie, la pénurie de médicaments s'intensifie. Face à cette crise naissante, autorités et producteurs se renvoient la faute. Faute donc de solutions, les populations se tournent vers les médicaments venus de l'étranger, tandis que 45% des Algériens font appel à la médecine artisanale. On fait le point avec Sharon Camara. C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. En Algérie, la pénurie de médicaments persiste. De nombreux citoyens se plaignent du nombre conséquent de médicaments manquants dans les pharmacies. Selon les pharmaciens, sur une liste de 50 médicaments, seulement 20 peuvent être trouvés dans le pays. La production algérienne de médicaments n'arrive pas à couvrir tous les types de médicaments, tous les types de produits nécessaires pour le traitement des maladies, notamment les maladies lourdes. Donc souvent, l'Algérie recourt à l'importation de médicaments de l'extérieur, de l'étranger, notamment de certains pays arabes. Selon le syndicat des pharmaciens, cette pénurie serait due entre autres au retard accusé dans la délivrance des programmes d'importation et au contrôle des quantités importées. Alors que les producteurs accusent les autorités d'être à l'origine de la crise, le ministère de la Santé s'est exprimé dans un communiqué. Le ministre Mokhtar Azbelaoui a menacé de sévir en retirant l'agrément aux opérateurs qui provoquent ces pénuries. En Algérie, il y a une certaine industrie pharmaceutique et le gouvernement tend parfois à évoquer la nécessité d'encourager la production nationale, notamment à travers les génériques. Face à cette pénurie, certains patients se tournent vers des médicaments venus de l'étranger, dont les prix sont plus élevés et donc inaccessibles à une partie de la population. D'autres font aussi appel à la médecine artisanale. Il sera en effet 45% d'Algériens à avoir recours aux herboristes. À la page sport, ils ont été des joueurs de rugby par le passé. Aujourd'hui, ils s'engagent à promouvoir cette discipline en Côte d'Ivoire, pays où seulement 13 clubs sont affiliés à la Fédération ivoirienne de rugby. Une tendance que souhaitent renverser certains anciens joueurs que notre correspondant Olivier Diacoton a rencontrés. Suivez son reportage. En Côte d'Ivoire, certaines anciennes gloires du rugby veulent désormais mieux vulgariser ce sport dans le pays. C'est le cas du professionnel Sylvain Tian, ancien sociétaire de plusieurs clubs français. Ici à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué au sud d'Abidjan, il essaie de transmettre sa riche expérience à la jeune génération. Le rugby, c'est l'école de la vie.
Et cette vie-là, aujourd'hui, moi j'étais content, peu importe l'âge, peu importe la taille. Ce qui m'importe, c'est le sourire de ces gamins-là. Et je veux que tous les pros qui sont en Europe viennent regarder ces gamins-là, viennent voir ce qu'il y a à faire, viennent contempler et surtout viennent donner leur aide pour que derrière, on puisse avoir des jeunes comme nous qui puissent juste, ne serait-ce que montrer un petit peu le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Le club de Gonzagueville est le tenant du titre du championnat des U18 de rugby en Côte d'Ivoire. 2 joueurs du club ont même été appelés en sélection nationale, ce qui fait rêver plusieurs jeunes amoureux du rugby. Maintenant, avec 6 ans que je joue au rugby, moi, mon objectif, c'est d'être un joueur professionnel pour aller représenter mon pays qui est la Côte d'Ivoire et aider aussi mes petits frères qui sont derrière. 13 clubs sont affiliés à la fédération de rugby. Le manque d'équipement et d'infrastructures, sans oublier la mauvaise organisation de certains clubs, restent les défis du rugby ivoirien selon plusieurs sportifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.